Dans une paisible ville de Géorgie, Tara Grinstead, une enseignante charismatique et ancienne Miss Géorgie, disparaît mystérieusement après une nuit de festivités. Ce qui semblait être une disparition temporaire se transforme rapidement en une enquête criminelle qui va révéler un enchevêtrement de secrets et de découvertes choquantes. La seule certitude, c'est qu'un crime macabre, mêlant obsession et violence, avait eu lieu. Il fallait désormais découvrir qui étaient les véritables coupables, car les deux suspects avaient des versions différentes, mais proches. Et les seuls indices du corps qui ont été retrouvés étaient des cendres d'os et une dent. Marcos Campos. Soyez tous les bienvenus. Ici, vous le savez, chaque semaine, il y a 3 nouveaux épisodes. Donc si vous aimez le true crime, les histoires mystérieuses et réelles, je vous invite à vous abonner et à suivre la chaîne. Activez la cloche, car ainsi vous augmentez vos chances d'être notifié du contenu de la chaîne dès sa sortie. D'accord ? YouTube ne notifie pas toujours. Je vois souvent des commentaires comme ça. Tu m'as manqué. Je me dis, bon, attends, ça fait des années que je publie 3 vidéos par semaine ici. Donc probablement cette personne ne reçoit pas les notifications. Donc activer la cloche peut être important si tu aimes notre travail. Et aussi commenter et laisser un like. Parce que tout cet engagement fait que l'algorithme de la plateforme comprenne que tu consommes le contenu. Et il va toujours te le proposer. Là, sur la page d'accueil, même cette fenêtre pop-up là, quand la vidéo est lancée, c'est bon, c'est ça. Suis-moi aussi sur les autres réseaux en cherchant Marcos Campos. Je suis Marcos Campos. Ainsi, on reste plus proche et on échange des idées pour toujours améliorer le contenu ici pour vous. D'accord ? C'est tout alors ? Message des données, passons aux faits. Bien, première partie de la vidéo. Alors, nous allons découvrir qui est Tara Grinstead et pourquoi elle est devenue la cible d'un crime aussi macabre et violent. Il y a une histoire qui s'est finie de façon vraiment effrayante. Tara s'appelait Tara Faye Grinstead et elle est née le 14 novembre 1974 dans une ville appelée Hawkinsville, située dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. Tara était l'une des filles de Monsieur Bill et de Madame Faye Grinstead, qui ont toujours été très attentionnés et soigneux avec la famille, qui comptait aussi la sœur de Tara, Anita Grinstead. Tara a été décrite comme une personne au caractère fort, imposante, mais elle était aussi quelqu'un de très gentil, charismatique et très douce. Et cette personnalité charismatique qu'elle avait, vous allez le remarquer quand je commencerai à raconter comment étaient ses relations à l'école où elle enseignait. En plus de cela, les amis, Tara avait aussi un autre trait qui attirait beaucoup l'attention sur elle, c'était sa beauté naturelle. Et, à cause de cette beauté, elle a commencé à participer à plusieurs concours de beauté dès son adolescence. C'était souvent des festivals régionaux. Et en 1999, alors qu'elle avait déjà 25 ans, elle a remporté le titre de Miss Tifton. Et après avoir remporté la compétition, un concours de beauté du comté de Tift, elle a ensuite également remporté le concours de beauté de Miss Géorgie. Et tout au long de sa vie, Tara a participé à divers concours de beauté et les prix étaient en argent. Et tout ce qu'elle gagnait, elle le gardait pour aider à payer, n'est-ce pas ? Pour financer ses études universitaires en pédagogie. En 2003, à 29 ans, elle a obtenu son diplôme au Middle Georgia College et une maîtrise en éducation à l'Université d'État de Valdosta. Mais en revenant un peu en arrière, c'est en 1998 que Tara a commencé à enseigner l'histoire à l'Irving County High School dans la ville d'Osceola, toujours dans l'État de Géorgie. Et elle a donc dû déménager pour vivre seule dans une maison assez simple, mais proche de l'endroit où elle travaillait. Elle vivait là avec un petit chien et un chat. Excellente enseignante, très appréciée, elle enseignait aux enfants de 4e année. Mais elle s'occupait aussi de tous les élèves de l'école, car elle avait même quelques cours avec les élèves de la dernière année du lycée. Donc tous les élèves à qui on a posé des questions sur Tara étaient unanimes pour dire que c'était une personne vraiment géniale, très sympa. Une excellente professeure qui aidait tous les élèves. Surtout les filles qui étaient curieuses parce qu'elle avait été Miss Machin et tout ça. Alors, les filles qui voulaient participer à des concours de beauté restaient toujours auprès de Tara. Et elle était toujours très gentille. Elle aidait les filles, donnait des conseils pour prendre soin de la peau, des cheveux, tout ça, n'est-ce pas ? Comment faire pour peut-être devenir une aspirante dans le monde de la mode ? Et Tara, au début de sa carrière professionnelle, en plus d'être professeure,
occupait aussi le poste d'assistante de la direction de l'école. Son objectif était de devenir directrice d'école plus tard. Très bien. Donc le 22 octobre 2005, précisément un samedi, a eu lieu le concours annuel de Miss Géorgie. Patate douce. Eh bien, c'était un concours destiné aux enfants et aux adolescents. Et Tara s'est rendue sur place d'elle-même simplement pour aider les filles à se préparer. Elle a coiffé, maquillé et a aussi discuté avec les filles pour qu'elles restent plus calmes pendant les présentations, pendant l'événement. Surtout à propos du jugement, n'est-ce pas? Et même si elle n'a pas participé et n'a aucun lien familial avec ses filles, Tara a vraiment tenu à aller au concours, justement pour pouvoir apporter ses conseils aux filles et montrer on ne savait pas qu'elle était vraiment passionnée par son métier. Après le concours, une célébration réunira participants, familles et tous les présents. Les organisateurs de l'événement ont préparé un barbecue pour fêter ça. Et Tara a tenu à y participer aussi. Alors qu'elle a socialisé avec les amis, les familles et les petites filles jusqu'à environ 23h15. C'est alors qu'elle a décidé de rentrer chez elle. Le lendemain, le 23 octobre, un dimanche, personne n'a réussi à contacter Tara. Mais cela n'a pas vraiment attiré l'attention. C'était dimanche, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle voulait juste rester tranquille et ne répondre à personne. Donc ça n'a pas vraiment attiré l'attention. Mais le lendemain, la situation a changé. Et alors? Le lundi 24 octobre, Tara ne s'est pas présentée à l'école pour travailler. Et cela a été considéré comme préoccupant, car elle n'avait jamais manqué le travail sans au moins fournir une justification plausible. Les gens ont alors appelé Tara pour savoir ce qui s'était passé. Ses collègues de travail ont appelé plusieurs fois, mais elle ne répondait pas au téléphone. Alors, inquiets par cette situation inhabituelle, vers 8h50 du matin, ils ont appelé le département de police d'Oxila et ont demandé qu'un contrôle de bien-être soit effectué. Et ce contrôle de bien-être consiste à envoyer une patrouille au domicile de la personne, simplement pour effectuer une vérification initiale, pour savoir si tout va bien, etc. À leur arrivée à la résidence, les policiers ont remarqué que la voiture de Tara était dans le garage. La porte de la maison était déverrouillée. Alors, pour cette raison, ils ont décidé d'entrer. Comme ils appelaient et que personne ne répondait, ils ont décidé d'entrer. Et dans la chambre de Tara, après qu'ils aient déjà fouillé la maison, ils ont remarqué que son réveil était par terre, comme s'il était tombé. L'un des pieds du lit, un lit en bois de Tara, était cassé. Il y avait aussi une lampe de chevet complètement endommagée et placée de travers. Ses vêtements étaient sur le lit. Aucun objet de valeur n'avait été emporté. Malgré ce désordre supposé, il a été rapporté qu'il ne s'agissait pas d'un signe de lutte. Étrange, vraiment étrange, n'est-ce pas? Une jambe du lit cassée, la lampe de chevet de travers, le réveil par terre. Lors de la première vérification, il a été affirmé qu'aucun signe de lutte n'était présent. Vaben, ce n'est pas le cas. Très bien. Rien n'avait été emporté. La seule chose qui manquait dans la maison, c'était le sac de Tara. Et dans ce sac se trouvaient ses papiers d'identité. Et aussi les cartes bancaires, n'est-ce pas? Et aussi les clés de la propriété de la maison. Donc, comme il n'y avait aucun signe d'effraction et aucune trace de sang n'a été trouvée, au début, un petit signal d'alerte s'est allumé. Mais rien de très grave n'a été compris à ce moment-là. Au début, on a même envisagé qu'elle était simplement sortie de la maison avec quelqu'un, n'est-ce pas? C'est pour ça que sa voiture était dans le garage, mais elle allait bientôt revenir. Tout cela, les amis, parce que la situation a été considérée comme un simple désordre. Et la seule chose qui n'était pas dans la maison, c'était le sac à main. Donc la voiture était aussi là. Alors ils se sont dit, elle a dû sortir avec quelqu'un, n'est-ce pas? Elle a juste pris son sac à main. Très bien, mais c'est ça, n'est-ce pas? Cette disparition soudaine, comme ça, n'était pas quelque chose de courant dans la vie de Tara. Elle n'avait jamais fait ça. Surtout parce que ses animaux de compagnie, le petit chat et le petit chien, étaient là à la maison, mais sans nourriture ni eau. Et et sont toutes les personnes qui ont été interrogées, Tara ne ferait jamais ça avec eux. Comme cette situation était très étrange, les policiers qui sont venus faire cette vérification de bien-être ont contacté le département d'investigation de Géorgie et ils ont dit qu'en effet, quelque chose n'allait pas. Il y avait anguille en sous roche. Les enquêteurs de ce département, là en Géorgie, ont alors réanalysé la scène et ont constaté que la voiture de Tara avait le siège déplacé. Comme si quelqu'un de beaucoup plus grand qu'elle s'était assis là sur ce siège et soudainement avait même utilisé la voiture. Le jardin devant la propriété était une sorte d'espace vert situé devant la porte de la maison.
À cet endroit précisément, un gant en latex a été retrouvé. Mais rien n'indiquait clairement qu'un crime s'était produit là, qui aurait soudainement donné une direction à cette enquête initiale. Rien de concret, si vous voyez ce que je veux dire, rien qui puisse vraiment parler, non. Vivant un crime, Tara avait été retrouvée jusque-là. Alors, ils sont restés, vous voyez, en alerte et ont commencé à avancer un peu plus dans l'enquête. La ville d'Ozilla, qui est très petite, du moins à l'époque des faits, n'est-ce pas? Elle comptait un peu plus de 3000 habitants. La ville a toujours été très tranquille, un endroit avec un taux de criminalité très bas. Les habitants ne fermaient ni porte ni fenêtre, se sentant en parfaite sécurité. Mais la nouvelle que Tara avait tout simplement disparu, les jours passaient, aucune nouvelle. Ce qui, au début, semblait n'être qu'une disparition volontaire, a commencé à prendre l'allure de quelque chose de vraiment plus grave. Et comme la ville était très petite, la communauté a commencé à être en alerte, n'est-ce pas? Tout le monde a commencé à avoir peur, n'est-ce pas? Fermer les portes et les fenêtres, ce n'était plus la même ambiance, n'est-ce pas? C'est pas? À Colonia, vous savez, tout le monde se connaît. Tout le monde a une confiance mutuelle. Et il a commencé à planer un nuage d'insécurité sur la ville. Tout le monde pensait qu'il y avait un criminel en liberté et que cet homme ou cette femme pouvait faire de nouvelles victimes. Le même jour alors, une recherche plus intense pour Tara a été lancée. Avec l'aide des amis, de la famille, de toute l'école, des parents d'élèves et d'autres bénévoles de la ville. Tous les lieux ont été vérifiés. Rivières, lacs, lieux abandonnés, zones boisées. Aucun signe d'elle n'a été trouvé. Parallèlement, la vie de Tara a été analysée plus en détail pour comprendre ses relations interpersonnelles. N'est-ce pas? Qui aurait pu lui faire ça? Qui aurait eu des raisons de lui faire ça? Tara avait eu une relation de 6 ans avec un homme appelé Marcus Harper, qui est un fusilier de l'armée. Et il avait rompu avec elle il y a seulement 2 semaines. Comme dans tous les cas, bien sûr, ce type a été placé dans le viseur de l'enquête comme un suspect probable. Mais tout de suite, Marcus a présenté un alibi très solide, qui a pu être vérifié. Parce qu'il était en service à la base de l'armée, justement à ce moment-là, dans cette fenêtre de temps où elle a disparu. Une autre personne est alors devenue suspecte. Et ce type, c'était Anthony Vickers, qui avait été un élève de Tara. Cet Anthony avait été un problème pour elle ces dernières années, car il était devenu obsédé par elle, qui était à la fois professeur et Miss. Seulement 7 mois avant la disparition, Anthony s'est présenté au milieu de la nuit à la porte de la maison de Tara, complètement ivre. Il frappait aux portes, criait son nom, est allé dans la rue, a été fiché puis relâché. Mais pour la disparition, Anthony a fourni un alibi solide et a vite été écarté de l'enquête. C'était juste un type obsédé, non? Je pense qu'il s'est fait des fantasmes à propos de la professeure Miss, n'est-ce pas? Mais selon l'enquête, il avait un alibi et il a été mis de côté dans les investigations. Faute de pistes ou de témoins, l'affaire s'est un peu refroidie. Et rapidement, même avec le temps qui passait, rien de nouveau n'a été trouvé. Rien de vraiment pertinent n'est apparu. Mais ce gant en latex qui a été trouvé là, devant la porte d'entrée de la maison, n'est-ce pas? Dans la petite cour, elle a été envoyée pour analyse et il a été confirmé que sur la partie extérieure du gant, il y avait l'acide désoxyribonucléique de Tara et à l'intérieur, il y avait un acide désoxyribonucléique masculin. Une trace là, mais qui ne correspondait à aucun acide désoxyribonucléique enregistré dans la base de données de la police. Et chaque fois qu'un suspect, une personne d'intérêt, apparaissait dans l'enquête de cette affaire, cet acide désoxyribonucléique était, n'est-ce pas? On faisait alors la comparaison pour voir si ça correspondait, mais rien. Alors, encore une fois, on reprenait les démarches, n'est-ce pas? Tout ce qui avançait dans l'enquête était à nouveau mis de côté, on calmait les choses, tout se refroidissait. Et l'affaire commençait à prendre l'allure d'une affaire classée, tu vois? Mais heureusement, les habitants de la ville d'Oscilla tenaient à garder l'affaire en mémoire. Ils organisaient toujours des manifestations pour rappeler la disparition de Tara, à travers des articles ou des rassemblements, dans l'espoir d'obtenir quelque chose de nouveau. Ainsi, en 2009 déjà, 4 ans après la disparition, une vidéo est apparue sur YouTube montrant un homme non identifié disant qu'il était un criminel en série et qu'il avait fait 16 victimes féminines dont l'une était Tara Grinstead. La police a réussi à tracer l'adresse IP et à localiser l'endroit d'où cette vidéo avait été postée. Ainsi, ils ont pu remonter jusqu'à un homme nommé Andrew Scott Alley,
Tout le monde a eu l'espoir que, enfin, l'affaire de Tara serait résolue et que le responsable de sa disparition serait enfin retrouvé, n'est-ce pas, puni. Mais il a vite été prouvé qu'Andrew n'était qu'un menteur qui avait réalisé une fausse vidéo. Ah, n'est-ce pas? Il voulait juste attirer l'attention des policiers, n'est-ce pas? Des enquêteurs en faisant de fausses allégations. Ce n'était pas un tueur en série, donc il a juste fait perdre de l'argent à la police, non? Pour enquêter sur ce type, il a fini par être poursuivi pour ses fausses allégations. En 2011, ils ont réalisé un documentaire sur la disparition mystérieuse de Tara, diffusé à l'échelle nationale. Bien que de nombreux indices et dénonciations aient été faits, aucun d'entre eux n'a conduit à l'arrestation d'un responsable. En 2016, 11 ans après la disparition, le cinéaste Payne Lindsay, qui connaissait déjà le plus grand mystère de Scylla, a décidé de lancer un podcast pour parler des personnes disparues. Et l'une des affaires Mido est mise en avant était celle de Tara Grinstead, et c'est ainsi que finalement l'enquête a commencé à avancer. John McClure a écouté le podcast et s'est présenté au commissariat, affirmant qu'il avait servi dans l'armée avec un homme nommé Bodux, et que cet homme était impliqué dans l'affaire de Tara, et qu'il avait déjà avoué avoir brûlé les restes de Tara dans un verger. Ce Bodux a été localisé et emmené dès 2016 pour être interrogé par les policiers. Mais lui, dès le début, a nié toute implication. Faute de preuves, il a finalement été relâché. En février 2017, Brooke Sheridan s'est présentée au département de police d'Osceola. Elle était l'ex-petite amie de Bodux et elle a raconté qu'il lui avait déjà parlé en détail de ce qu'il aurait fait à Tara. Selon cette jeune femme, un ami de Beau aurait ôté la vie de Tara dans la nuit du 22 octobre 2005 en l'abri, puis il a appelé Beau pour l'aider à cacher le corps. Elle a affirmé que Beau en avait déjà parlé à d'autres personnes les années précédentes. Mais personne n'y a jamais prêté attention, personne n'a jamais pris au sérieux ce qu'il disait, et elle aussi a toujours eu ses doutes. Elle a choisi de révéler ce qu'elle savait afin d'apporter enfin la paix à la famille de Tara. N'est-ce pas? Et tout cela, les amis, je suppose que ça a été encouragé par la création de ce podcast, d'accord? L'affaire qui était déjà bien froide, n'est-ce pas? De nombreuses années s'étaient écoulées, mais ce podcast, avec beaucoup de détails, a en quelque sorte remis en lumière l'histoire de Tara. Ces personnes, qui en avaient entendu parler sans y prêter attention, ont soudain fait le lien, n'est-ce pas? Elles ont alors commencé à dire « Mince, vraiment? Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Eh bien, après tout ce que je viens de raconter, donc, ce gars-là, Bodux, a été de nouveau convoqué pour un nouvel interrogatoire, après le témoignage de son ex-petite amie. Et cette fois, il a fini par avouer beaucoup de choses. Beau a affirmé que, dans la nuit du 22 octobre 2005, il dormait chez un ami. Un gars nommé Ryan Duck. Fais attention, d'accord? Ils ont des noms de famille similaires, mais ne sont pas apparentés. C'est Bodux et Ryan Duck. Et ce Ryan, il aurait réveillé son ami en disant qu'il avait besoin de son aide parce qu'il avait ôté la vie à Tara Grinstead. Il devait maintenant se débarrasser du corps. Beau a dit qu'au début, il croyait à une blague et n'a pas pris cela au sérieux. Mais lorsqu'il a vu aux infos des reportages sur la disparition, il a alors cru Ryan. 5 jours plus tard, alors, Ryan a emmené son ami là où il avait caché Tara. Une zone isolée dans un verger de noix de la favela Famir d'Ucara, dans le comté de Ben Hill, en Géorgie. À son arrivée, Ryan a montré le corps de Tara, que le brigade opérationnel a décrit comme entièrement nu et couvert de fourmis et d'insectes. Il n'y avait aucune trace de perforation, seulement une marque autour du cou. Ils ont alors retiré le corps de l'endroit où il se trouvait et l'ont emmené jusqu'à un grand feu de camp où ils l'ont incendié. Ils ont allumé ce feu-là et se sont relayés pendant 2 jours. Selon le témoignage de ce rapport de police, pour que le corps soit complètement consumé par les flammes, Ryan Duck a été localisé après ce témoignage du rapport de police et a également été arrêté. Et lorsqu'il a été emmené pour l'interrogatoire, il a également avoué. Ryan a avoué qu'il était un petit voleur, qu'il était sorti cette nuit-là pour pouvoir cambrioler quelques maisons, pour pouvoir vendre ses objets et acheter des stupéfiants. On voit bien que c'est un mauvais type, non ? Donc, il a affirmé qu'il était vraiment défoncé cette nuit-là et qu'après avoir pénétré dans la maison de Tara avec seulement l'intention de voler, il a fini par être surpris par elle. Tu te souviens qu'elle était à la petite fête là-bas après Miss Patate Douce? Elle est partie de là vers 11h15, elle a dû arriver chez elle, non? Le gars était là tout à coup, il a été surpris par elle. Donc jusque-là, ce qu'il dit a du sens.
Pris au dépourvu, il a réagi instinctivement. Selon lui, il l'a saisie par le cou jusqu'à ce qu'elle manque d'air, mais il pensait qu'elle s'était seulement évanouie. Alors il s'est enfui. À un certain moment, il aurait essayé de l'appeler pour savoir si elle s'était déjà réveillée, mais le téléphone n'a pas répondu. Et à ce moment-là, il a compris qu'il avait peut-être ôté la vie à elle. C'est alors qu'il est retourné à la maison en utilisant la voiture de son ami Boulduc. Il a mis le corps de Tara et a conduit jusqu'à ce verger de noix où le corps est resté là. Jusqu'à ce qu'il raconte tout à son ami, qu'ils y retournent et brûlent le corps. Ryan connaissait des détails de la scène du crime qui n'avaient pas été divulgués et que seul le criminel pouvait vraiment connaître. Comme cet appel passé d'une cabine téléphonique à la maison de Tara. Les enquêteurs qu'à l'époque ont même réussi à retracer cet appel, n'est-ce pas? Impossible de remonter jusqu'à quelqu'un, car c'était une cabine téléphonique. Très bien. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi Tara était nue, Ryan a nié avoir commis un crime à caractère sexuel. Et qu'il avait seulement l'intention de la voler, et qu'il lui a ôté la vie sans le vouloir. Il lui a aussi enlevé ses vêtements, sans le vouloir bien sûr. Il a également affirmé qu'une semaine plus tard, lui et cet ami étaient à une petite fête et ont raconté tous ces détails à plusieurs personnes. Bien que la plupart ne les aient pas pris au sérieux, une personne a signalé les faits à la police et les enquêteurs sont allés au verger de noix de la famille de Ryan Dux. Mais les policiers ont été empêchés d'entrer sur cette propriété sans mandat. Et pour une raison quelconque, après cela, ils n'y sont jamais retournés avec un mandat pour pouvoir fouiller. Maintenant, est-ce que cette famille était simplement fière? Ils ne savaient rien et n'ont tout simplement pas voulu laisser entrer les policiers. Ou bien ils étaient au courant de quelque chose, hein? Ensuite, l'enquête ne dit rien à ce sujet. Les gars, tu restes toujours concentré sur Bulldogs et Ryan Dux, alors on ne peut pas savoir, mais tout ça est vraiment bizarre, son nom. Je vous l'ai dit dans l'introduction, il y a plein de détails sombres, n'est-ce pas? Un enchevêtrement de choses vraiment sinistres, très bien. Bulldogs et Ryan Dux ont été arrêtés, soupçonnés d'implication dans la disparition de Tara Grinstead. L'endroit indiqué comme étant celui où ils ont fait ce fameux feu de camp a été minutieusement examiné. Et les experts ont effectivement trouvé de petits fragments d'os et quelques dents. Mais malheureusement, en raison de la détérioration, il n'a pas été possible de faire un examen pour prouver que ces restes étaient vraiment ceux de Tara. Mais en raison des aveux des deux, ils ont été maintenus en détention. Et il a été admis qu'en effet, ces restes appartenaient à Tara. Pour dissiper tout doute, vous vous rappelez le gant en latex trouvé dans la maison? Eh bien, l'acide désoxyribonucléique trouvé dessus était compatible avec l'acide désoxyribonucléique de Ryan Dux. Il a été accusé de dissimulation, d'altération de preuves et d'avoir empêché l'arrestation d'un criminel. Tout cela parce qu'il a nié toute implication lors du premier interrogatoire en 2016 et est resté libre jusqu'au procès. Ryan Decatechu a été accusé d'homicide, vol, agression aggravée et dissimulation de décès. Il a été maintenu en détention provisoire jusqu'au procès. Et tu te souviens de Bull, qui est resté libre en attendant le procès? Regarde comme c'est un brave garçon, il n'est pas seulement menteur, c'est aussi un brave garçon. Regarde, entre 2018 et 2019, 2 femmes nues, portant seulement une serviette, ont frappé à la porte d'un homme et ont demandé de l'aide, car elles avaient été retenues en captivité. La police a été immédiatement appelée et les 2 femmes ont témoigné, affirmant qu'elles avaient été retenues contre leur gré pendant environ 10 jours par Bulldogs et qu'elles ont été soumises à des rapports sexuels forcés pendant qu'il les menaçait avec une arme. Mais lorsque la police est arrivée chez Bull, il s'était déjà enfui. Et il est resté en fuite pendant 4 jours et a finalement été retrouvé chez un parent. Il a été arrêté et poursuivi pour agression sexuelle sur 2 femmes, sodomie aggravée, séquestration et possession d'armes. Après cela, il avait été placé en détention provisoire en attendant les 2 procès. Bulldogs a été jugé en mars 2019 où il a été reconnu coupable pour son rôle dans la dissimulation du crime de Tara. Il a alors été condamné à 25 ans de prison le 22 mars 2019. Jusqu'ici, nous avons la confession complète et détaillée des personnes impliquées dans la mort de Tara, ainsi que des échantillons d'acide désoxyribonucléique correspondant à l'un d'eux et des fragments d'un corps humain à l'endroit exact qui l'ont indiqué. Tout cela serait considéré comme la fin de l'affaire, n'est-ce pas? Mais celle-là, vous ne l'attendiez pas, n'est-ce pas? Le procès de Ryan Ducky, initialement prévu le 1er avril 2019, a été reporté. Il n'a eu lieu que le 9 mai 2022. Oui, cette période sombre de l'humanité, vous vous en souvenez? Tout était arrêté
Tout semblait étrange. Et pendant sa déposition, déjà lors des audiences, tout le monde a été surpris lorsque Ryan, d'ailleurs, a changé sa déclaration et maintenant il était innocent. Eh oui les amis, il est revenu sur sa première déposition, affirmant que le jour où il a été arrêté, il était sous l'effet de stupéfiants, contraint par les enquêteurs à faire cette déclaration. Mais que la véritable personne qui avait ôté la vie à Tara, en réalité c'était Bo Dux, son ami. Non, lui. Ryan dit qu'il était totalement défoncé la nuit du crime et ne se souvient de rien. Et que Bo lui a toujours dit que c'était lui qui avait ôté la vie à Tara. Il lui a raconté tous ces détails, il a fini par tout dire dans ses dépositions. Après s'être assaini, il a compris ce qui se passait vraiment et qu'il était incriminé. De plus, les avocats ont affirmé qu'ils n'avaient aucun moyen de prouver que ces fragments-là, les petits os et les dents, appartenaient à Tara Grinstead. Et cela a semé suffisamment de doutes dans l'affaire pour qu'à la fin, Ryan Dux soit considéré comme innocent d'homicide et de vol par manque de preuves. Il a été reconnu coupable de dissimulation de décès, sans preuve qu'il s'agissait de Tara. Ces restes-là. Ryan a alors été condamné à une peine maximale de 10 ans de prison. Mais il avait déjà purgé 5 de ces années et pour cette raison, il était maintenant en liberté conditionnelle. Eh bien, il est libre, totalement libre en ce moment, comme s'il n'avait rien fait. Vous allez sûrement me demander comment une telle justice est possible, non? Comme ça, c'est vraiment compliqué de trancher en fait. Mais ce type-là, ce n'était pas quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Il n'a pas commis le crime directement, qu'il y a participé, non? En aidant à dissimuler, à mettre le feu. Il est libre, c'est un peu provocateur aussi, non? Et cette question-là, comment une justice comme celle-là est-elle possible, les gars? C'est un jeu, une sorte de petit jeu, tu sais, de cartes. Et l'avocat de la défense a eu une meilleure performance que l'accusation. Dans ce jeu-là, ce sont les petites règles juridiques qui comptent. Alors, la justice, ce sentiment de justice n'est pas toujours rendu. Elle est rendue d'ailleurs, même si dans le système, il semble que la justice ait été faite. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, les amis, l'affaire Tara Grinstead est encore considérée comme un mystère à cause de tout cela. Sans conclusion définitive, puisqu'il n'est pas possible de déterminer que ces os lui appartenaient réellement. Il est également impossible de dire qui est son bourreau, ni comment sa vie lui a été ôtée. Vous vous rappelez du gant en latex? L'acide désoxyribonucléique n'était pas celui de Ryan. Est-ce une preuve circonstancielle ou matérielle? Comment ça, mec? N'est-ce pas? Actuellement, la ville d'Oscilla lutte encore pour que l'affaire trouve une issue. Et la police essaie d'utiliser toutes les technologies possibles pour obtenir une réponse. Les enquêteurs pensent que Païsk Bodux ment et qu'il est plus impliqué qu'il ne l'a réellement dit. Ils pensent aussi que Tara a été victime de violences sexuelles, principalement parce qu'il a été prouvé que Bo et Ryan avaient tous les deux été ses élèves. Ils la connaissaient déjà et désiraient probablement leur professeur, mademoiselle. Mais rien ne peut être prouvé dans ce cas. Ce gant en latex me donne des sensations étranges. Tu comprends? Comment ça se fait? Je voudrais savoir ce que cet avocat de la défense a dit à propos de ce gant, et si l'acide désoxyribonucléique trouvé dessus a vraiment été prouvé. D'accord? On parle ici de faits publics, d'accord? Je me base vraiment sur l'enquête, parce qu'on n'a pas d'autres informations. Donc on parle de ce qui a été rapporté dans les médias. Et si en effet l'acide désoxyribonucléique du gars était dans ce gant, comment ce type a-t-il pu s'en sortir comme ça? Mec, il est resté libre. Bo Dux est encore en prison, d'accord? Il a intenté un recours, évidemment, contre sa condamnation, mais il n'a pas encore été jugé. Il attend aussi le procès, lié aux 2 autres femmes retenues captives, dont l'une a frappé à la porte pour demander de l'aide. Certainement, il ne devrait pas sortir de prison bientôt, n'est-ce pas? Et avec tout ce qui a été rapporté ici, quelle est votre impression? N'est-ce pas? Le Dux, est-ce qu'il avait une petite histoire toute prête pour impliquer Ryan? Est-ce que Ryan a vraiment été, comment dire... Il a été influencé par ce que Bo a dit. Il devait être complètement sous ce jour-là, vraiment défoncé. Est-ce que, d'une certaine manière, il a vraiment cru à ce que Bo a dit et s'est créé cette réalité pour lui-même? Mais si c'était juste une illusion à cause de l'alcool, l'acide désoxyribonucléique sur le gant, ce détail de l'acide désoxyribonucléique sur le gant me perturbe, mec. Au fond, il n'y a pas d'innocent ici, n'est-ce pas? Il n'y a que Tara, c'est ça? Qui a eu le malheur de croiser la route de ces 2 cinglés-là. Quel dommage. Mais, et pour toi, qui est le coupable dans cette histoire? Bien sûr, les 2. Mais qui a mis la main sur son cou, qui lui a enlevé ses vêtements et probablement l'a agressé? Ensuite, ils ont mis le feu, n'est-ce pas?
Ils ont incinéré son corps là, à l'improviste, pour qu'il ne reste rien. Affaire macabre, n'est-ce pas, les gars? Je veux connaître votre avis dans l'espace thérapeutique des commentaires. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre travail. Merci pour votre compagnie. Bisous du roux, à bientôt pour le prochain épisode.